Culture Soccer. Bonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Aujourd'hui, un de vos rédacteurs en chef, Adi Raphaël, et je suis rejoint, comme d'habitude, par un autre rédacteur en chef, et cette fois-ci, c'est Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très très bien, Adi, et toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, la MLS est finie, sauf qu'il y a tellement de choses à dire, des mouvements à droite, à gauche, des clubs qui signent des joueurs, beaucoup de rebondissements à MLS. Puis ça va être notre sujet aujourd'hui. Ben, en tout cas, une partie de notre sujet, parce que la deuxième partie, on va plus s'attarder sur le college soccer avec notre spécialiste chez Culture Soccer, Florian Moget. Mais en premier, on va commencer par les mouvements, les transactions faites en MLS. On va aller équipe par équipe. C'est sûr que si jamais il y a des clubs où il n'y a pas grand-chose à dire, ben, on ne va pas dire grand-chose. Mais on va commencer équipe par équipe. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt et on a beaucoup à faire. Beaucoup. On va essayer de le faire de façon abrégée. Bon, après, on se connaît un peu, toi et moi, on a tendance à un peu parler, mais bon, bref, on va essayer de le faire le plus abrégé possible. On commence en premier par, bien évidemment, on va aller en ordre alphabétique pour ne pas se casser la tête, et on va commencer par Atlanta United à l'Est. Donc, Atlanta, c'est très simple. Il n'y a pas eu de venue, en fait. Il n'y a personne qui a rejoint l'équipe encore. Par contre, il y a plusieurs décisions assez intéressantes. En premier, le fait Frank de Boer a décidé de donner le OK pour que Darlington Nagbe quitte pour Columbus. Je pense que c'est énorme. Il faut dire aussi que Nagbe et De Boer, il paraît qu'à un moment donné dans la saison, ça allait pas très bien entre les deux. Par contre, il y a eu aussi d'autres choses comme l'option de contrat qui a été renouvelée pour Julian Gressel et pour Leandro González-Pires. Par contre, deux options de contrat qui ont été refusées, Justin Meram et Florentin Pogba. Donc, tu penses quoi de ces décisions-là de Frank de Boer? Pour Nagbe, c'est pas surprenant comme tu l'as dit. Ça faisait longtemps qu'on avait des rumeurs qui disaient qu'il allait partir à Columbus pour rejoindre son ancien entraîneur à Portland et au college soccer. Donc c'était assez prévisible. Et pour Leandro González-Pires et surtout Julian Gressel, c'est vraiment excellent. Gressel était vraiment sous-payé sur son dernier contrat. Il lui restait 1 an, mais il voulait absolument un nouveau contrat, ce qui est compréhensible. Je crois qu'il était autour de 130 000 dollars. Ce qui est très peu pour un joueur de son calibre en MLS. Donc c'est sympa. En plus, s'il avait des touches en Europe, s'il peut rester un peu plus, c'est cool. Surtout qu'il a annoncé dans la presse qu'il voulait rester à Atlanta pour pouvoir avoir sa nationalité américaine et jouer avec les États-Unis pour la Coupe du Monde 2022 si les États-Unis se qualifient. Donc c'est très cool, une bonne nouvelle pour les supporters des États-Unis, d'Atlanta, de la MLS en général, parce que c'est vraiment un super joueur. Et pour Meram, je pense qu'il va re-signer en MLS. J'aimerais bien le revoir, en tout cas l'année prochaine. Et malgré son âge, il était vraiment très bon. Et Florentin Pogba, ça m'étonnerait qu'il re-signe en MLS. Souvent, ce genre de joueur européen qui vient pour une saison, c'est rare qu'il reste après s'ils ne sont pas reconduits. Donc je reste perplexe. C'était pas un mauvais joueur, Pogba, il a fait une saison correcte, mais je pense pas qu'il retournera aux États-Unis. Ben, je pense aussi que c'est sûr qu'il avait quand même une option de contrat qui est un peu onéreuse, je pense, mais par contre, c'est sûr que si jamais il accepte de revoir son salaire à la baisse, il était quand même à 324 000. Donc, on s'entend que s'il voit son salaire à la baisse à 150 000, 200 000, peut-être qu'il y a une équipe MLS qui serait intéressante. Parce que comme tu l'as dit, je pense que Pogba n'a pas fait une mauvaise saison. Pour ce qui est de Gressel, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, on a beaucoup parlé dans le passé d'Almiron, on a beaucoup parlé de Barco, de Villalba, de Pity Martinez, de Joseph Martinez aussi. Pour moi, Julian Gressel, c'est un peu le héros caché de cette formation. Tellement bon, que ce soit dans tous les postes où il a joué au milieu de terrain, il a joué en tant qu'ailier, il a joué en tant que latéral, il a été tellement bon dans toutes ces positions-là, et en plus, si tu veux, c'est un peu le compagnon de Joseph Martinez. On sait que plusieurs fois, ils connectent entre eux. Donc, en tout cas, je suis content pour Atlanta qu'il soit revenu. Et puis, voyons voir. C'est sûr qu'ils vont devoir, si jamais ils veulent le garder au-delà de cette année d'option, il va falloir qu'ils sortent le porte-monnaie parce que bon, ouais. il a vraiment au moins doublé son salaire, si c'est pas triplé à 130 000. Ben, je dirais même triplé facilement le salaire de Julian Gressel.
En tout cas, on verra bien ce qui va se passer avec Atlanta. On passe directement au Chicago Fire. Le Fire, aussi, il n'y a pas eu d'ajout. Par contre, il y a une nouvelle saison et une nouvelle ère du côté du Fire de Chicago. On a vu des gros joueurs comme Alexander Kataï, Nico Gaetan qui n'ont pas été retenus par Chicago Fire, avec qui ils avaient une option, puis ils ont décliné l'option. On a Bastian Schweinsteiger qui a pris sa retraite. On a Nemanja Nikolic qui aussi n'a pas été retenu. Dax McCarty qui a été envoyé à Nashville, on en avait parlé la semaine passée. Quel sera le nouveau visage de Chicago? Je sais que c'est un club que tu aimes bien, toi, Antoine. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Bah, c'est super intéressant, en tout cas, ce qui se passe avec tout le changement malheureusement de logo, mais ils vont aller dans un stade plus grand. Et je disais une stat, apparemment, ils ont moins de joueurs que Nashville, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, surtout qu'en MLS, tu es limité un peu dans ce que tu peux dépenser. Et c'est comme un peu ce qu'avait fait Vancouver l'année dernière, ils ont beaucoup enlevé de joueurs pour en reprendre pour en reprendre sûrement dans les prochains mois. Mais je suis étonné de voir à quel point tout est changé. Il n'y a plus d'entraîneur non plus. Donc, c'est très étonnant. Apparemment, il y a des rumeurs qui disent que Dome Torrent, l'ancien entraîneur de NYCFC, pourrait venir. Ça pourrait être pas mal. Ça serait cool qu'il reste en MLS lui aussi. Mais il y a beaucoup de travail du côté de Chicago. Et vraiment, là, pour le moment, il y a peut-être la moitié de l'effectif, la moitié des titulaires de l'année dernière qui pourraient revenir, je pense. Ouais, exactement. En plus, il faut dire que je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle d'avoir renouvelé cet effectif, parce que comme tu l'as dit, comme on l'a dit, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté, sauf qu'on a vu que ces joueurs-là n'ont pas fait grand-chose avec Chicago. Chicago n'est pas allé très loin, à part en 2017 où ils avaient fini 3e de l'Est, mais même en playoff, ça n'a pas été autant que ça. Bref, donc, une nouvelle ère qui va commencer. Par contre, moi, je suis curieux de voir, par exemple, on a Mihailovic au milieu de terrain qui va, c'est sûr, avoir un rôle très, très important cette année. Déjà qu'il a été déjà international américain, par exemple. Et il a déjà été très, très bon avec Chicago. Donc, bref, je suis curieux de voir ce qui va se passer de ce point de vue-là. Faut pas oublier aussi que les 3 spots de joueurs désignés sont libres maintenant. Donc, beaucoup de chaussures à remplir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là aussi. On passe au prochain club, le FC Cincinnati. Cincinnati, on a vu une saison vraiment horrible du côté de Cincinnati. Par contre, ils ont déjà fait une signature. C'était Haris Medunjanin qui a été sélectionné lors d'une des drafts, des fameuses drafts de la MLS, la waiver draft, qui fait en sorte que des joueurs qui étaient en fin de contrat pouvaient signer avec des clubs MLS. Et Cincinnati a choisi Medunjanin. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle pour Cincinnati parce que, oui, c'est un joueur de 34 ans, sauf qu'il a été tellement important pour l'Union de Philadelphie et je pense que Cincinnati, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de ce leadership-là et de cette expérience-là au milieu de terrain. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est vraiment très bon. Je suis surpris. Enfin, le pauvre, il va se retrouver dans une équipe de Cincinnati qui a besoin aussi de d'autres joueurs que lui. Je ne sais pas s'ils ont encore beaucoup de flexibilité niveau argent d'allocation pour pouvoir se racheter tout un autre effectif, mais c'est un bon début. Medunjanin, l'entraîneur aussi est un bon début. Celui qu'il avait pris un peu à la fin de l'année, Néerlandais Jans, et ils se sont débarrassés aussi. Apparemment, il voudrait se débarrasser, mais son contrat est assez cher, de Fernando Adi, le joueur désigné attaquant de pointe qui est vraiment un flop monumental cette année. Donc voilà, beaucoup de changements à faire aussi du côté de FC Cincinnati. Il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Ils n'ont pas utilisé autant que ça les drafts, à part Medunjanin. Enfin, ils auraient pu peut-être un peu plus sur les autres. Je suis assez surpris, surtout que normalement ils ont pas mal d'allocations en étant une expansion seulement de l'année dernière. Donc on va voir, mais les supporters méritent vraiment mieux. C'est un club génial avec une fanbase de malade mental. C'était la 3e affluence l'année dernière, je crois, alors que vraiment les résultats étaient catastrophiques sur le terrain. Donc c'est un club qui mérite mieux et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir recruter un peu plus cet hiver parce qu'ils en ont vraiment besoin. C'est comme Chicago, il y a vraiment beaucoup de trous dans le 11 de départ. Ouais, ben c'est sûr. Après, si tu regardes un peu leur 11, il fait quand même du sens en date d'aujourd'hui. Il reste, c'est sûr, en attaque un peu de punch, ce qui veut dire que, par exemple, Roland Lama n'a pas été renouvelé là-bas, et ça a été un flop lui aussi. Mais si tu regardes un peu leur 11, tu as Richie Depline qui a été une des satisfactions de cette année. Waston, on sait qu'il a des hauts et des bas, mais sauf que c'est un bon défenseur central. Van der Werf, qui a été amené par Jans, qui est quand même pas mal. Garza, si jamais il est en santé, parce qu'il est souvent blessé, c'est un bon latéral
latéral gauche. Tu as au milieu de terrain Barton, Cruz aussi, de satisfaction cette année. Amaya, le petit jeune qui sera en sa deuxième saison, qui pourra à ce moment-là faire du bien. On a Bedoun Janine qui pourrait venir s'ajouter aussi à la place d'Amaya. Et puis après, tu as Mané, Vasquez, qui sont pas mal sur les côtés, mais pas énormes. Si tu trouves un remplaçant à Adi ou Matox devant, tu as une équipe qui pourrait faire du bien quand même en MLS. En tout cas, il y a beaucoup à voir comment cet effectif va se reconstruire. Ça passe bien évidemment à se débarrasser par Fernando Adi, je trouve, comme tu l'as dit plus tôt. Clairement, bon, ça reste un peu léger, je trouve, pour être les premiers à l'Est quand même, avec tous ces... Non, pas les premiers, mais au moins se batailler pour une place en série. Donc, pas finir dernier, mais au moins être dans la 6e et la 9e place, je pense. Ils ont ce qu'il faut pour être là. Il faut dire que ce serait déjà une grande amélioration par rapport à l'année passée. Donc, en tout cas, on verra bien. Du côté des Rapids, qu'est-ce qui se passe avec les Rapids et avec le fait qu'ils continuent de voler des excellents joueurs de la part de l'Union de Philadelphie? Je comprends pas. Ils viennent d'acquérir de nouveau Austin Trusty. L'année passée, ils avaient acquéri Keegan Rosenberry aussi de Philadelphie. C'est 2 jeunes joueurs que l'Union se débarrasse. Je sais qu'il y a eu des petits problèmes aussi avec ces 2 joueurs-là, avec l'entraîneur Jim Curtin. Sauf que c'est pas des joueurs ingérables non plus. En plus, ils ont re-signé les 2 vétérans. Donc, Lalas Aboubakar, vétéran, oui. Il n'est pas très vieux, si je me trompe pas. Il est aux alentours de 23-24 ans, si je me trompe pas. Lalas Aboubakar. Ouais, c'est ça. Il a été transféré définitivement parce qu'il était en prêt de Columbus. Exactement. Ils ont réacquis Drew Moore, qui avait déjà joué aussi pour les Rapids. Bref, une défense qui va beaucoup mieux. Et je pense que c'était le gros talon d'Achille du côté des Rapids. Il y a aussi, bien évidemment, à remplir le poste laissé vacant par Tim Howard. Tu en penses quoi de ce club-là? Moi, je les mets dans la liste des... Je sais pas encore, on va peut-être refaire un article des surprises, tu sais, les hot picks un peu qu'on avait fait avant la saison 2019. Et je pense que pour 2020, les Colorado Rapids sont un peu l'équivalent de Minnesota. Vraiment, ils avaient une excellente fin de saison l'année dernière. Ils avaient failli refaire les séries alors que le début avait été incroyablement mauvais. Et quand je regarde cet effectif, il est vraiment très bon. Comme tu l'as dit, garder Lalas Aboubakar, c'est vraiment une super signature. Ils l'ont eu, vraiment, il a fait tellement de bien l'année dernière. Des niveaux milieu de terrain, tu as des mecs comme Kane Acosta, comme Cole Bassett, Mesquida, Jack Price aussi, qui sont des mecs solides. Et puis vraiment, la défense, comme tu l'as dit, Anton Trusty, Keegan Rosenberry, c'est des mecs vraiment solides derrière et qui ont montré qu'ils peuvent en MLS être dans des très bonnes équipes. Devant, il y a André Chinyashiki qui avait fait une très bonne saison l'année dernière, il y a Diego Rubio, Kei Kamara qui malgré son âge plante toujours et qui est vraiment un excellent attaquant pour un peu le style de soccer que joue Colorado. Alors derrière, certes, il y a plus de Tim Howard. Je pense que Clint Irwin peut faire le taf, mais c'est vrai que ce serait mieux de trouver un autre gardien, mais Clint Irwin n'est pas trop mauvais. Après, ils ont 3 spot de joueurs désignés libres. Donc on peut s'attendre peut-être à des grosses signatures, ça serait vraiment cool parce qu'il y a Tim Howard qui est parti, mais aussi Steven Gashi, il y avait toujours sa place de joueur désigné, son contrat était un peu toujours, même s'il jouait plus, il était toujours là. Et le dernier c'était Doyle, il me semble peut-être, mais en gros il y avait ils pouvaient pas prendre plus de joueurs désignés et maintenant ils ont 3 spots de joueurs désignés. J'espère vraiment qu'ils vont sortir un petit peu, prendre peut-être des jeunes sud-américains et ce serait vraiment cool parce que je trouve qu'il y a vraiment le moyen d'avoir une excellente année pour le Colorado Rapids. Exactement, et puis tu as aussi les internationaux américains, Lewis et Acosta, hein? Donc bref, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe-là. Je suis complètement d'accord avec toi que ça pourrait être le nouveau Minnesota, si jamais on veut l'appeler comme ça. Par contre, je pense que tout va se jouer sur ces joueurs désignés-là. Il leur faut un minimum de 2 joueurs désignés qui apportent un gros plus. Si jamais ils arrivent à amener 2 joueurs de talent qui arrivent à se mêler au collectif et au lieu à vraiment faire en sorte que ça marche dans le collectif et qu'ils rentrent dans le collectif comme il faut, à ce moment-là, oui, on aura une équipe extraordinaire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce point de vue-là parce que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une bonne marge de manœuvre du côté des Rapids, je trouve. On verra ce que ça donnera. On passe du côté du Crew de Columbus. Du côté du Crew,
il n'y a pas eu grand-chose à part, bien évidemment, on en a parlé, la signature de Darlington Nagbe. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Il faut dire que notre ami Caleb Porter a eu plusieurs choses qui se sont mal passées pour lui l'année passée, dont bien évidemment le manque de forme de Harrison Afful en tant que latéral droit, la blessure tout le long de la saison du latéral gauche Milton Valenzuela, qui est pour moi l'année d'avant, en 2018, c'était le meilleur latéral gauche de la MLS. Et aussi, il y a eu des petits manquements du côté du milieu de terrain avec juste Trapp et je pense que c'était Arthur. Depuis, je pense que cette équipe-là peut encore prouver qu'elle a sa place en amenant encore peut-être 1 ou 2 joueurs supplémentaires. Je suis curieux de voir comment le crew va rebondir. Ouais, il va falloir signer un petit peu 2-3 bons joueurs parce que c'est pas un mauvais effectif, hein, mais c'est pas l'effectif le plus solide de la ligue et je pense qu'il n'a pas encore le niveau pour jouer les playoffs. Mais 1 ou 2 signatures pourraient changer la donne. Ouais, c'est ça. Donc, bref, on passe au suivant, c'est le club suivant, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire du crew. Le FC Dallas. Le FC Dallas aussi, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu une rumeur comme quoi Romain Philippotto de Nîmes pourrait venir signer. Par contre, il y a eu un joueur qui a signé, et je pense, n'en déplaise à notre ami Léo Villemain, Fafa Picault, qui est un bon joueur, qui a eu des hauts et des bas avec Philadelphia l'année passée, qui signe pour je pense que ça a été très cher signé, pour 300 000 $ d'allocation générale, ainsi qu'un montant supplémentaire de 75 000 qui peut être ajouté. Je ne sais pas si c'est un bon choix, c'est encore un joueur pas très constant qui vient là. Après, bon, il peut être un très bon joueur, mais c'est cher payé pour un joueur de ce calibre-là. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas, parce que les contrats en MLS sont vraiment bizarres. Parfois, ça paye très cher pour des joueurs un peu moyens. 300 000, c'est un peu la moyenne, je trouve. Pour un joueur comme Fafa Picault, ça va, il est solide, Fafa Picault, quand même. Tu sais ce que tu as de lui, il n'y a pas trop de mauvaises surprises, je pense. Et apparemment, ils seraient sur 2 Brésiliens de Palmeiras, donc ils n'ont pas fini leur mercato. Il y a un milieu offensif qui s'appelle Rafael Veiga, et puis un mec qui s'appelle Thiago Silva, Thiago Santos, pas Thiago Silva, mais qui est aussi milieu défensif à Palmeiras. Donc il y a 2 joueurs qui seraient sur le point de signer, donc c'est pas mal, mais pour revenir à Fafa Picault, c'est peut-être pas suffisant en effet pour Dallas, même si voilà, je suis pas aussi défaitif que toi, je pense que c'est un prix un peu juste, mais va falloir autre chose, parce que l'année dernière, il manquait des choses à Dallas, c'était ramé pas mal. J'ai bien aimé ce que j'ai vu à la fin de la saison, mais Ondrasek était un peu seul en attaque, donc ça ferait pas de mal, je pense, au Pico. Je pense qu'il y a l'attaque qui a un problème, mais aussi les ailiers, en fait, où il y a un problème. Et c'est pour ça qu'ils ont ramené Fafa Picault, parce qu'on sait que Mosquera n'a pas eu une saison extraordinaire. Bref. Je pense que c'est plus sur les ailes qu'ils vont devoir recruter. En attaque, on a Ondrasek, mais il y a aussi le jeune Ferreira qui pourra être là si je me trompe pas. Et il y a aussi Ricardo Pepi. Bref, en tout cas, il y a plusieurs joueurs qui peuvent prendre ce rôle en pointe, même si, bien évidemment, on a Ondrasek qui est déjà bien, international tchèque. Bref, on a hâte de voir ce qui va se passer. Par contre, les petits jeunes, j'ai envie de les revoir de nouveau. Il y en a beaucoup de petits jeunes très intéressants du côté de Dallas qui vont encore une fois nous impressionner l'année prochaine. J'ai hâte de voir si Pomucal va être encore meilleur que l'année passée. On passe au club suivant, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est DC United. Rien. Il n'y a rien à part une chose, et je ne sais pas si on l'a déjà dit dans ce podcast-là, mais il ne faut pas oublier que Yamil Assad a déjà dit dès le mois de septembre ou bien le mois de août, comme quoi il reviendrait avec DC United l'année prochaine. C'est intéressant de voir si Yamil Assad, qui était là, bien évidemment, il y a 2 ans, si Yamil Assad va pouvoir de nouveau se mêler à ce collectif-là. On a les départs, bien évidemment, de Wayne Rooney, le départ de Lucho Acosta, qui ne sera pas là non plus. Donc, bref, il y a beaucoup de choses. On a Belhamid aussi qui s'en va. En tout cas, il n'a pas encore de contrat avec DC parce qu'il était en prêt par le club danois de Midtjylland. Bref, on verra ce que ça va donner de ce point de vue-là. Quelque chose à ajouter du côté de DC?
Ils ont gardé les droits de Bill Hamid, donc ils aimeraient vraiment le reprendre, je crois, après son prêt. Après que son contrat soit fini au Danemark. Et Ouais. non, ouais, il y a aussi beaucoup de joueurs désignés à aller chercher. C'est marrant, il y en a beaucoup cette saison, j'ai l'impression. Là, on a fait seulement une petite partie des clubs et il y a déjà énormément de joueurs désignés qui sont partis. Donc il y a des spots à remplir du côté de DC United parce que pour le moment, l'effectif fait pas vraiment peur. Et on va voir un peu comme qui ils vont chercher. Et ouais, ils ont pas pris grand monde déjà, donc c'est pas rassurant. Ouais, exactement. Bref, du côté du Dynamo de Houston, c'est là où il y a beaucoup de changements. On a en premier Victor Cabrera qui est venu de l'Impact de Montréal. On a Zarek Valentin qui est venu du côté de, si je me trompe pas, c'était la draft. Oui, la draft. Après la draft, en fait, c'est du côté de Nashville. Je pense que c'est Nashville qu'il avait choisi, puis il l'a envoyé de nouveau à Houston, donc l'ancien des Timbers de Portland. On a aussi Darwin Quintero qui est venu. Et on va voir si jamais on a Albert Ellis sera gardé cette année. On va voir aussi si Christian Ramirez sera gardé cette année. En tout cas, il y a beaucoup de choix à faire encore, mais cet effectif, il commence à me plaire du côté de Houston. Toi, tu trouves quoi tu trouves qu'il s'est amélioré cet effectif-là? Oui, il manque encore quelques signatures, mais je suis très content qu'ils ont prolongé par exemple Foyne-Mayer, Hansen, Christian Ramirez aussi, qui avait fait une bonne saison, Memo Rodriguez, et puis Tommy McNamara aussi, ça fait toujours plaisir de le voir en MLS. Donc ils ont bien prolongé les bonnes personnes, je pense, pour la saison 2020. Tab, vraiment, ça va faire un travail, à mon avis, très bon du côté de Houston. Donc, je pense que ça sera aussi une des équipes à voir pour l'année prochaine. Un peu comme Colorado, il y a beaucoup d'espoir pour eux. Il manque pas grand-chose parce qu'en attaque, ils ont vraiment beaucoup de monde. Tu en parlais, mais vraiment, ouais, que je reviens de voir la liste. En plus de Ramirez, tu as tout de même Ellis, Manotas, Darwin Quintero qui sont allés prendre à Minnesota. Et c'est vraiment des très bonnes signatures. Faut voir si ça prend sur le terrain, mais il va y avoir beaucoup de concurrence aussi. Il manque peut-être une ou deux personnes en défense et ils ont qu'un seul gardien pour le moment sous contrat parce qu'ils ont décliné l'option pour Tyler Derrick. Donc il va falloir recruter là-dessus, mais non, franchement, un bon effectif. Bah, il faut dire que Derich, avec ses problèmes extrasportifs, ce serait compliqué de le garder. Par contre, il y a une chose, il ne faut pas oublier que Manotas a déclaré qu'il va aller en Europe. Donc, faut voir si jamais il sera là. Et à ce moment-là, je pense que Ramirez sera très important en tant que titulaire à la pointe de l'attaque. Bref, on verra bien. Il faut voir aussi Ellis, ça ne m'étonnerait pas que lui aussi ait des envies d'ailleurs. Donc, bref, on verra. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Romel Kyoto qui a quitté le club pour aller à l'Impact de Montréal. On en parlera un peu plus tard. On passe au prochain club, c'est LAFC. LAFC qui a fait quelques décisions un peu bizarres, comme par exemple ne pas protéger et ne pas choisir l'option de contrat de Tyler Miller. Donc, ils ont un besoin au poste de gardien de but. Ils ont aussi des besoins aussi au côté des latéraux parce que on sait que Harvey n'est plus sous contrat, puis Betachour n'est plus sous contrat non plus. Bref, il faut voir ce que ça va donner. La défense de LAFC, en tout cas sur les côtés, puis le gardien, ça pourrait changer. Le reste, à part une UN qui fait plus partie de l'effectif, le reste est quand même presque du pareil au même. Ouais, non, il manque pas grand monde du coup au niveau du milieu de terrain et ils n'ont pas encore, je crois, re-signé de contrat avec Miller. Il me semble qu'ils doivent, il n'est pas en tout cas dans le roster officiel de la ligue, du LAFC. Donc, faut voir s'il revient ou pas, sachant que l'autre gardien, Pablo Cisniega, par contre, lui est de retour. Il a montré de bonnes choses l'année prochaine, donc c'est possible qu'il soit titulaire pour la saison 2020, même si c'est dommage. Mais ouais, il va falloir recruter un peu au milieu de terrain et puis, comme tu as dit, sur les côtés, parce que le milieu de terrain est très bon, mais ça manque de profondeur. Et on sait que Kay ou Blessing peuvent être blessés de temps à autre. Donc voilà, et très, très déçu de voir Lewin partir, mais j'espère qu'il sera titulaire à Miami, parce que j'adore ce joueur. Et c'est dommage de le voir jouer en 8 au LAFC. Parfait. Donc, bref, ça, c'est du côté de LAFC. C'est sûr que aussi Tyler Miller, il est en discussion encore avec LAFC. Donc, c'est possible qu'il revienne. Du côté du Galaxy, donc le deuxième club là-bas, il n'y a pas grand-chose à part le fait que Daniel Acosta est revenu au Galaxy. Par contre, est venu au Galaxy dans la waiver draft et bien évidemment le départ de Zlatan Ibrahimovic. Donc, intéressant de voir ce qui va se passer de ce point de vue-là. J'ai rien d'autre à ajouter pour le Galaxy. Toi? Il y a que des petites rumeurs côté Galaxy pour qui va arriver pour les dernières places de joueurs désignés. Puis si Alessandrini aussi va renégocier un contrat, il sera peut-être plus joueur désigné. Donc
Il y a par exemple Centurion qu'on a vu du côté de l'Argentine, qui serait peut-être partant, mais ouais, pas grand-chose en tout cas pour le moment. Exactement. Du côté de l'Inter Miami, on va pas revenir là-dessus. On a fait une grande partie là-dessus la semaine passée. Une chose qu'on devrait mentionner, c'est qu'après la draft, ils ont choisi le latéral gauche Mickey Ambrose d'Atlanta. C'est quand même intéressant parce que c'est un bon joueur, Mickey Ambrose, moi je trouve. Donc, bref, on verra ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe de Miami. Ouais, et ils sont aussi juste apparemment, ils sont allés chercher un gardien du college soccer qui s'appelait Oui. Drake Callender. Donc Oui. voilà, il sera sûrement là pour. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais voilà, à mentionner. Deuxième ou troisième gardien, même moi je pense troisième gardien, mais on verra bien parce qu'ils ont Meredith qui sera le deuxième, je pense. En tout cas, on verra bien. Juste après, Minnesota United. Minnesota United aussi lors de cette draft, le waiver draft, ils ont choisi un des gardiens que notre ami Anthony de Varenne aime beaucoup, Greg Ranjitsingh, qui était le gardien de Louisville dans le passé. Bref, on ne sait pas si Vito Manene va re-signer. On sait aussi que lui aussi a des envies de revenir en Europe. Mais si jamais on a Ranjitsingh qui est là, on a le choix de draft aussi de Sinclair qui serait là. Ou sinon, le départ de Darwin Quintero. Mais il n'y a rien du côté des arrivées. On attend voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ouais, rien à rajouter. Il y a juste rien qui se passe. Exactement. Du côté de Minnesota, il n'y a rien qui se passe. Du côté de l'Impact, il y a beaucoup qui se passe. Parce que, bien évidemment, il n'y a plus de défense presque. Il n'y a plus de défense du côté de l'Impact. On sait qu'on l'avait parlé que Lovitz était parti du côté de gauche. En défense centrale, on a su que Fanny, il est en fin de contrat. On ne sait pas s'il va y renouveler. Sagna à droite, on ne sait pas s'il va renouveler. Zachary Bourguillard à droite, on ne sait pas s'il va renouveler. Donc finalement, on se retrouve avec un effectif très, très, très léger du côté de la défense. Au milieu de terrain, en attaque, ça va très bien. Il n'y a pas de problème, surtout avec l'ajout de Romel Kyoto. Je pense que si jamais ils ajoutent un ou deux défenseurs, il faut au moins un défenseur latéral de chaque côté, puis un défenseur central. Je pense que la formation de l'Impact fera du sens à ce moment-là. Peut-être un milieu de terrain qui sera très important pour ajouter encore plus de qualité à ce milieu de terrain qui en manquait un peu l'année passée. Mais sinon, on serait pas mal du côté de l'Impact de Montréal. T'en penses quoi? Ouais, pour le moment, ça s'articule pas mal. Et va voir si. J'aimerais bien voir s'ils vont essayer d'amener avec Henry peut-être un gros nom ou pas. Mais on va voir aussi si Clément Dio peut prolonger parce que ce serait un peu important pour l'Impact. Je trouve qu'il était pas mauvais lorsqu'on le voyait. Ouais, non, franchement, sur le devant surtout, ça s'articule pour le moment très bien. Il y a des bonnes discussions. J'avais vu aussi la rumeur de Tristan Borges. Que tu peux peut-être en parler un peu plus mais que moi parce que tu regardes en Canadian Premier League, mais ça apporterait un peu de profondeur en attaque si jamais Jackson Hamel ne revient pas. Exactement. Jackson Hamel, il est déjà en discussion avec l'Impact de Montréal selon plusieurs personnes, selon plusieurs journalistes. Donc, il devrait revenir. Tristan Borges, c'est plus un ailier, mais aussi pourrait être très, très bon comme profondeur. Bref, mais c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de gens au milieu de terrain et de défenseurs, parce qu'en défense, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, comme on l'a dit. Pour ce qui est de Clément Diop, oui, ce serait bien qu'il revienne, mais il a dit qu'il ne reviendra pas s'il n'est pas numéro 1. Et pour ça, il faut que le club arrive à se débarrasser d'Evan Bush. Colorado qui a besoin d'un gardien, ils ne veulent pas Evan Bush. Bref, on verra ce qui se passe de ce point de vue-là. On passe ensuite à Nashville. Nashville, on a déjà parlé aussi la semaine passée. On va juste ajouter une chose, c'est qu'ils ont choisi lors de la draft re-entry, le stage, le tour 1 de la re-entry draft, Eric Miller, qui est un latéral qui peut jouer en défenseur central, c'est un joueur défensif qui a roulé sa bosse déjà en MLS, pas très très bon, mais une valeur un bon joueur de rotation. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le futur. Je pense pas qu'il y a grand-chose à ajouter sur ça, n'est-ce pas, Antoine? Non, rien de neuf du côté de Nashville, mais je pense par contre, on verra pas mal de choses dans les prochaines semaines parce qu'ils doivent quand même remplir un peu l'effectif. Ouais, effectivement. Après, on passe aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont re-signé Michael Mancienne et ils ont gardé Jalil Anibaba. Ils ont aussi signé le latéral gauche Alex Butner, l'ancien de la Manchester United. Je pense que c'est là qu'il fallait se renforcer du côté de New England, du côté de la défense. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Après, je suis pas trop convaincu par Alex Butner. On verra ce que ça va donner de ce point de vue-là. Il y a des rumeurs qui annoncent Bradley Wright Phillips
Brady Wright Phillips qui signerait avec le Révolution. Je suis pas trop sûr si ça vaut la peine. Bref, c'est ça. Ça serait intéressant. J'avais pas eu cette rumeur, mais ça serait définitivement. Enfin, il ferait des bouts de match quoi après Gustavo Bou. Mais ce serait très intéressant. Je pense qu'on va voir aussi pas mal de jeunes arriver. Ils ont reconstruit toute l'académie et ils ont lancé une équipe 2 en 3e division pour l'année prochaine. Donc je pense qu'on va voir pas mal de jeunes. Peut-être qu'ils vont faire des choses à la draft. À la super draft pour sélectionner quelques joueurs d'universitaires. Mais ce serait intéressant, BWP Orez. Ouais, exactement. Et puis le prochain club, je pense qu'on n'a rien à dire parce qu'il n'y a rien qui s'est passé du côté de New York City FC, mais vraiment rien à part un jeune international signé du côté de leur académie. Il n'y a pas grand-chose depuis le départ de Domé Torrent. Je suis sûr que ça va bouger aussi de ce côté-là. Il faut surtout qu'ils trouvent un coach. Et bon, c'est sûr que Van Bronckhorst, c'est l'entraîneur qui est le plus mentionné dans les médias. En tout cas, ce serait un énorme coup si jamais ils arrivaient à signer Giovanni Van Bronckhorst, néerlandais. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te pousserait à regarder un peu plus cette équipe de New York City FC, Antoine? Oui, définitivement, mais c'est marrant, c'est aussi... ça met beaucoup de temps pour trouver un nouvel entraîneur du côté de la NYCFC. C'est comme à Chicago, ou enfin à Miami, même si Miami apparemment ils l'ont, mais ils veulent pas encore annoncer. Mais c'est préoccupant qu'il n'ait toujours pas trouvé. En plus, un groupe comme le City Football Club, tu penserais qu'ils ont déjà des plans depuis quelques mois, parce qu'ils savaient que Domé Torrent n'allait pas forcément revenir. Donc je suis assez surpris qu'il n'ait nominé personne pour le moment. Exactement. En tout cas, beaucoup de mouvements encore à prévoir. Du côté des Red Bulls, le deuxième club de New York, c'est aussi une nouvelle ère, tout comme le Chicago Fire, parce que ils font ça à peu près chaque année. Ils se débarrassent de vétérans, aussi bons soient-ils. Donc, Bradley Wright Phillips, c'est la fin avec les Red Bulls. Luis Robles aussi, c'est la fin avec les Red Bulls. Ça va être intéressant du côté des Red Bulls. Qui va venir dans les buts? Est-ce qu'ils vont donner le poste de numéro 1 à Mira, qui a déjà eu quelques matchs avec les Red Bulls, ou est-ce qu'ils vont ramener quelqu'un d'autre? En tout cas, et du côté de l'attaque, est-ce qu'ils vont faire confiance au duo White et Barlow, ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre aussi qui va venir en pointe? Bref, beaucoup de questions, et aussi on a Kemar Lawrence, le latéral gauche, qui a demandé, selon les rumeurs, à quitter le club. Donc bref, un énorme chantier aussi de ce point de vue-là. Ouais, non, ils sont allés chercher un gardien au Portland Timbers, un jeune McIntosh qui a 25 ans, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Ça paraît un peu, même s'il a été international de moins de 20 ans, il n'a pas fait grand-chose. Il était surtout en USL avec la deuxième équipe des Timbers, donc je sais pas s'il aura le niveau pour la MLS, ça va falloir voir. Je suis déçu qu'ils aient pas repris Robles parce qu'il avait le niveau, contrairement à BWP qui avait du mal encore ces dernières saisons. Robles avait vraiment le niveau pour continuer, et je suis surpris que Miami l'a pas encore signé d'ailleurs. Mais on va voir ce qu'ils vont récupérer comme gardien. Et je suis dommage aussi c'est dommage pour Vincent Bézécourt qui n'a pas encore re-signé le français avec les Red Bulls. Donc ouais, des décisions assez compliquées pour le club, mais ils ont l'habitude. Ouais, exactement. Et puis après, on a le club Orlando qui a toujours pas réussi à se qualifier pour les séries dans son histoire encore. Ils ont juste re-signé Oriol Rosell. Sinon, il y a plusieurs joueurs qui seront pas de retour. J'ai comme l'impression aussi qu'on va avoir un nouveau remaniement complet de l'effectif. Je pense pas que ce soit la meilleure des choses quand tu as une équipe qui a autant de mal à chaque fois de renouveler l'effectif d'année en année. C'est sûr que ça va pas marcher. Je sais pas. Je pense pas que c'est la bonne solution. Bref, par exemple, on a Sacha Kljestan qui est sans contrat. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner, mais je suis pas très convaincu de la manière à suivre du côté d'Orlando. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si, ils ont pas d'entraîneur aussi, si je me trompe pas. Ouais, bah non, ils ont pas d'entraîneur. Ce club, c'est vraiment une blague depuis qu'ils sont en MLS. Ils ont vraiment aucune stabilité. Ils changent tout le temps leur effectif. Pas d'entraîneur. Apparemment, peut-être Oscar Pereira va revenir en MLS, l'ancien entraîneur de Dallas, qui était en Liga MX. Apparemment, serait un peu le numéro 1 considéré pour le poste, mais il faut vraiment qu'il commence à être stable, qu'il reste avec le même entraîneur pendant quelques saisons, qu'il commence à, je sais pas, gérer des jeunes. Dom Dwyer, qui est censé être leur grosse star, est vraiment terrible depuis quelques saisons. Heureusement, il y a Nani qui est bon et qui fait un petit peu ce qu'on lui demande, mais ouais, c'est un club qui a vraiment aucun sens, et il va falloir vraiment, une fois que si Pereira arrive, il va falloir vraiment refaire table rase et repartir sur une nouvelle base.
OK, et un autre club, c'est l'Union de Philadelphie, qui de ce côté, après une saison extraordinaire où ils se qualifient pour les séries pour la première fois aussi de leur histoire, ben, ils décident de tout changer aussi. On a Fafa Picault qui s'en va, on a parlé d'Austin Trusty un peu plus tôt, on a parlé de Medoune Janine aussi qui était une pièce extrêmement importante du milieu de terrain qui est plus là. On a aussi parlé, le flop Marco Fabian, heureusement qu'il n'avait pas signé pour plus d'un an. Aussi, il ne sera pas de retour. Bref, qu'est-ce qui se passe à Philly? Est-ce qu'une bonne saison, ils ne veulent pas répéter ça ou c'est quoi qu'ils veulent faire? Parce que je ne comprends rien. Ouais, je sais pas non plus. Ils ont vraiment perdu beaucoup de talent. Ils ont pas l'air de faire grand chose non plus. Vraiment, je comprends pas parce que enfin, il y a aucune rumeur aussi. T'entends rien, tu vois. T'entends pas contrairement à d'autres clubs, tu sens que il y a pas grand chose qui va se passer en fait pour la saison 2020. Est-ce qu'ils ont besoin de couper un petit peu les coûts? Est-ce qu'ils dépensaient trop l'année dernière? Pourtant, ils ont pas de grosses stars et ils ont plutôt des joueurs assez qui sont plutôt des petits jeunes en fait. Donc je suis assez surpris. Apparemment, ils vont faire monter quelques joueurs de l'USL en équipe première, mais à part ça, assez suspect de la stratégie de Philadelphie. Exactement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, il faut dire que Ernest Tanner avait dit quand il avait été, ramené par Union au poste de directeur sportif, il avait dit comme quoi il allait se baser sur les jeunes. Mais quand tu échanges Rosenberry, puis l'année suivante, Trusty, deux jeunes joueurs, on commence à se poser des questions. En tout cas, allons voir ce qui va se passer. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y avait des problèmes extra-sportifs avec ces deux joueurs-là. Rien de grave, mais plus des mésententes avec le staff et avec Jim Curtin. En tout cas, on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Les Timbers, de leur côté, après une saison qui était un peu décevante, après avoir atteint la finale de la MLS en 2018, 2019, c'était un peu moins bien. Ils ont juste ajouté un défenseur central, Dario Zuparic, qui vient de deuxième division croate. Première division croate. Deuxième division italienne avant. Ça peut être intéressant parce que c'est un poste où, effectivement, les Timbers avaient besoin de se renforcer avec une saison un peu mi-figue, mi-raisin de la part de Amabiala. Moi, je trouve que c'est une bonne addition. Après, il y a la grosse question. Est-ce que Diego Valeri sera de retour? On sait que déjà que Brian Fernandez ne le sera pas. Il a été renvoyé par le club. Ça a l'air qu'il est retombé de nouveau dans des problèmes de produits illicites. Bref, tu penses quoi de tout ça? C'est un peu le bazar aussi du côté de Portland. Je suis surpris qu'ils aient pas fait grand-chose. Ils ont beaucoup de travail. Valérie pas prolongé, oui, plus de Brian Fernandez comme tu as dit. Je sais même pas s'il reste un attaquant. Je suis en train de réfléchir, mais ils ont Ibo Bissi, j'imagine. Ouais, il va falloir qu'ils recrutent devant un petit peu. Hein. Et Sarah Valentine, comme tu as dit, était parti à Nashville aussi. Et d'après le compte Twitter là, de Portland France, le gardien Steve Clark serait aussi partant. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de mouvements qui devraient arriver du côté de Portland parce que la saison dernière, franchement, la fin de saison était assez mauvaise. Je voyais déjà des mecs qui demandaient que Savarese parte. Donc, va falloir qu'ils se reprennent et qu'ils recrutent aussi parce qu'il n'y a plus personne devant. Il va falloir voir aussi si Valérie va enfin prolonger ou pas. Apparemment, il était allé visiter son ancien club, Lanús, en Argentine, il y a quelques semaines. Et toujours pas de news concernant une prolongation. En tout cas, on verra bien. Du côté du Real Salt Lake, il y a deux choses à mentionner. On sait le départ sur retraite. On avait parlé sur Culture Soccer. Il y avait un article de toi-même, Antoine, qui parlait que Rimando prenait sa retraite, Nick Rimando, au poste de gardien de but. Par contre, le deuxième vétéran aussi, Kyle Beckerman, n'a pas re-signé un nouveau contrat encore. Au début de la saison, ils avaient dit comme quoi il devrait être re-signé. En date d'aujourd'hui, ça n'a pas encore été signé. Donc, les deux gros leaders de l'équipe qui ne seraient pas là, ce serait quand même compliqué pour les Real Salt Lake. Par contre, le point positif, c'est bien évidemment le fait qu'ils aient signé le joueur qui était dans leur équipe réserve, les Monarchs de Salt Lake, Michael Chang, qui est un joueur cubain qui a été extraordinaire pour les Monarchs. Ça, c'est leur plus grande recrue. Il n'y a pas grand-chose sinon du côté du Real Salt Lake, avec bien évidemment des gros joueurs aussi qui s'en vont. Joao Plata qui ne sera pas là, ainsi que Everton Luiz. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que déjà aussi, est-ce qu'on n'est pas sûr aussi si Freddy Juarez va continuer à la tête de l'équipe ou il va y avoir un autre entraîneur? Bref, beaucoup de décisions à prendre du côté de Salt Lake.
Apparemment, il continuerait à la place d'entraîneur. Peut-être qu'il y aurait un nouveau directeur technique, mais il serait apparemment le prochain entraîneur pour l'année prochaine. Et pour les Real Monarchs, ce qu'il va y avoir aussi, comme ils ont gagné la USL, je pense que pas mal de leurs joueurs vont passer en MLS. Apparemment, ils ont un jeune gardien dont je ne retrouve plus le nom, mais qui est censé être très très bon et qui serait un peu le successeur de Nick Rimando dans les cages. Mais ouais, c'est bizarre de voir un Beckerman pas encore re-signé. Je pense qu'il va peut-être re-signer avec un salaire beaucoup plus bas parce qu'il a jamais mentionné la retraite cette saison, alors que pourtant il est plutôt jeune. Et il a fait une saison pas si horrible. Je pensais qu'il serait bien plus mauvais que ça parce que je le trouve assez vieux quand même déjà. Mais non, franchement, à voir ce qu'ils vont prendre, mais je pense qu'on va pas s'attendre à des grosses arrivées, surtout pas mal de gens du Monarchs peut-être qui vont monter. Ouais, exactement. Bref, on verra bien ce qui va se passer du côté de Salt Lake et on passe à San Jose Earthquakes. On sait déjà que ça a l'air qu'Almeida sera encore là l'année prochaine parce qu'on sait jamais avec cet entraîneur-là, est-ce qu'il va péter un plomb puis quitter? Aucune idée. Il y a pas eu beaucoup de surprises à part le fait que Jackson Ewell, le néo-international américain, est de nouveau de retour avec San Jose. Aussi, c'est une équipe qui a bien fonctionné. Je pense qu'avec une année de plus sous la houlette d'Almeida, ça peut être une équipe qui peut faire des surprises aussi l'année prochaine, encore devenir meilleure et se mêler dans la course aux séries. En fait, se qualifier pour les séries. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, clairement. Franchement, ils a démontré des bonnes chances l'année dernière. Et Wondolowski aussi a prolongé. Je ne sais pas si on en avait parlé dans un show dans un épisode un peu plus récent, mais Wondolowski a re-signé aussi, ce qui est très cool parce qu'il est quand même super bon pour son âge. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils se donnent, mais ils ont une très belle équipe pour l'année prochaine. Je pense qu'ils peuvent jouer les premiers rôles à l'Ouest. Exactement. Et puis on passe après à ton équipe, les Sounders de Seattle. Rien à signaler à part le fait qu'ils ont perdu leur deuxième gardien. Ils ont signé un autre deuxième gardien avec Steven Cleveland. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu as d'autres nouvelles? Non, apparemment Rodriguez vraiment il ne reviendrait pas. Pour Cleveland, c'est un ancien notamment Madison, donc ça pourrait être pas mal Lansing. Et il a fait une très bonne prestation, donc j'ai hâte de voir un petit peu si. Enfin, c'est cool d'avoir un deuxième gardien qui soit solide parce que Meredith ça n'a jamais été vraiment très très bon. Et puis il y a juste une rumeur pour un mec qui s'appelle Inigo Eguaras que je vais pas mentir, je ne connais pas, mais il est en espagnol et c'est un milieu de terrain. Donc je pense un petit peu que ce serait pour remplacer Victor Rodriguez. Et c'est qui sera en défense? Parce qu'on sait que notre ami Roman Torres est parti. Donc c'est qui sera en défense avec Kim Ki-hee? Est-ce que ce sera Arriaga? Est-ce que déjà Kim Ki-hee est en fin de contrat? Est-ce qu'il va être signé? J'espère vraiment, parce que c'est vraiment le patron. Et Arriaga devrait rester, hein, il est sous contrat. Donc il n'y a pas beaucoup de rumeurs en ce moment pour le milieu défensif. On sait que les Sounders sont très précautieux. Ils font très attention sur le marché des transferts. S'il le faut, ils ont déjà fait ça dans le passé. Ça les gêne pas d'attendre 6 mois pour prendre le joueur qu'il faut. On avait passé 6 bons mois avant que Diaz arrive sans numéro 9 avec Will Brune, mais sans remplaçant ni rien, en tout cas avec juste un numéro 9 pendant 6 mois, juste parce qu'il fallait trouver le bon joueur au bon moment. Donc je pense qu'on signera un défenseur central, parce qu'on ne peut pas continuer avec un seul défenseur central, mais s'il faut prendre le temps, le front office de Seattle, toute la direction, prendra vraiment son temps pour signer des bons joueurs. Parfait. Du côté de Sporting Kansas City, pour moi, l'équipe qui m'a le plus déçu cette année, en fait, je m'attendais à ce qu'ils soient premiers dans l'Ouest, puis là, ils se sont même pas qualifiés dans les séries, pour les séries. Ils ont signé juste un deuxième gardien, et ils ont perdu Benny Feilhaber et Jimmy Medranda. Ça, c'est les gros joueurs qu'ils ont perdus. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont intéressés par Lucas Cavallini, l'international canadien. Ça peut être très, très intéressant s'il signe à Sporting KC parce que c'est un énorme attaquant du côté de la Liga MX, pardon. Bref, beaucoup de points d'interrogation aussi du côté de Casey, n'est-ce pas? C'est marrant, ça fait des années qu'ils essaient de signer un neuf, j'ai l'impression. Déjà, il y a 2-3 ans qu'on avait commencé le podcast, ils voulaient signer Fernando Torres, et puis il y avait d'autres rumeurs de grosses stars. Finalement, ils n'ont jamais mis l'argent sur un vrai numéro 9, donc je doute qu'ils pourraient s'aligner sur un salaire comme celui de Cavallini. Parce que une star en Liga MX, c'est pas une star, mais c'est un très bon joueur de Liga MX et il coûte cher. Donc je serais étonné de le voir arriver à Sporting Kansas City, mais ce serait un très bon choix en tout cas. Et ils ont besoin d'un neuf depuis plusieurs saisons.
Parfait. Et puis après, on passe au deuxième finaliste, le finaliste, pardon, de la Coupe MLS 2019, c'est le Toronto FC. Écoute, il y a aussi des situations un peu bizarres. Ils n'ont pas renouvelé le prêt de Nicolas Benezet, le Français, qui a quand même très bien fait en tant qu'ailier gauche, qui est prêté par Guingamp. Et on a aussi Michael Bradley. Effectivement, ils n'ont pas accepté d'exercer l'option de contrat. Donc maintenant, il est sans contrat, Michael Bradley, mais il paraît qu'ils sont encore en discussion. C'est quand même intéressant parce que est-ce qu'on va voir une nouvelle ère aussi du côté de Toronto? Est-ce que c'est la fin de Michael Bradley avec Toronto, tu penses? Je pense pas. Je pense qu'il re-signera. Il doit avoir vraiment la rage parce que s'il gagnait la MLS Cup cette année, il avait un contrat de joueur désigné, donc à plusieurs millions qui se reconduisait pour un an automatiquement et le pauvre a pas pu en finale malheureusement ils ont perdu contre Seattle, donc le pauvre a perdu un énorme contrat. Ils ont perdu Drew Moore et Jay Chapman aussi pour les Colorado et l'Inter Miami, mais je pense qu'on reverra Bradley dans le club. Et Benezet, je me souviens que quand on avait tweeté le fait qu'il était parti, il nous a répondu avec le smiley des deux yeux qui regardent un petit peu comme s'il y avait un plan derrière la tête. Donc je sais pas si on le reverra sous le maillot de Toronto. Je sais pas. Peut-être qu'il va renégocier un contrat ou peut-être qu'il va signer quelque part d'autre en MLS. En tout cas, on verra bien. Bref, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien ce genre de joueurs-là. On passe au dernier club, c'est l'autre club canadien, les Whitecaps de Vancouver, où il n'y a pas eu aussi grand-chose. On a juste vu le défenseur central Donald Henry, international canadien, qui est parti signer surprenamment en K-League, donc en Corée du Sud, au Suwon Samsung Blue Wings. Intéressant comme choix de carrière pour un jeune joueur. Il a 26 ans, je pense. Très, très bon dans les airs, Donald Henry, mais qui fait beaucoup de bourdes. Je pense pas que c'est une mauvaise décision du côté de Vancouver. Encore, je sens c'est un éternel remaniement d'effectifs du côté du Whitecaps de Vancouver. Faut dire par contre que il y a le défenseur central qui avait été acheté l'année passée, qui a été blessé toute la saison, le Tunisien Kimiri, qui sera de retour. Et ils annoncent de très très bonnes choses de ce jeune défenseur central-là. Si je me trompe pas, il a 22 ans et il est énorme, il est extrêmement grand de taille et c'est un très très bon joueur, il paraît. Donc bref, curieux de voir ce qui va se passer, mais c'est sûr aussi, il leur manque beaucoup de pièces dans leur effectif. C'est clair, mais ils ont l'air de vouloir dépenser un petit peu. Il y a des rumeurs qu'il est lié à des gros joueurs, notamment Olivier Giroud. Donc on dirait qu'ils veulent dépenser, c'est pas plus mal. L'année dernière, ils avaient pas mal dépensé pour refaire tout l'effectif. Là, ils vont pouvoir rajouter 2-3 pièces. Il va falloir trouver un défenseur central aussi. Mais j'ai un peu confiance en Marc Dos Santos. Il avait dit qu'il lui fallait du temps l'année dernière et il y avait quelques aspects qui étaient vraiment très bons, d'autres un peu moins bien. Et je pense que l'année prochaine, il pourrait un peu solidifier cet effectif et pourquoi pas arracher les playoffs. Exactement, voilà notre tour d'horizon des clubs de MLS. On a fait ça le plus vite possible. C'était pas assez vite, je pense, mais c'est le plus vite possible qu'on pouvait faire. Il y a tellement de choses à dire sur ces clubs passionnants de la MLS. Ça sera tout pour notre première partie. On prend une petite pause, on revient à la deuxième partie avec le spécialiste college soccer, Florian Mauger. Bonjour à tous et on est de retour comme prévu dans cette deuxième partie du podcast Culture Soccer et on va parler de quelque chose dont on parle peu souvent dans ce podcast alors que pourtant on a une couverture dessus sur le site, donc n'hésitez pas à passer voir nos articles, c'est de college soccer et on est avec notre spécialiste, celui qui écrit pour nous sur le sujet, Florian Mauger. Comment ça va Florian ? Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Et oui, ça faisait longtemps que tu n'étais pas passé sur le podcast. On est toujours avec Adi d'ailleurs. J'espère qu'Adi que ça va bien depuis la pause. toujours là, toujours prêt et toujours content de recevoir Florian et de discuter un peu plus de college soccer avec lui, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Et je vais dire très sincèrement, moi c'est le côté des femmes qui m'intéresse plus parce qu'il y a des joueuses que j'ai super envie de voir jouer très très vite. Eh ben, on va pouvoir en parler un petit peu puisque c'était un petit peu l'ouverture cette semaine du NCAA Tournament qui est on va dire le plus grand titre de soccer universitaire aux États-Unis, je pense qu'on peut dire comme ça, et donc on va en parler un petit peu avec toi Florian. Tout d'abord, tu vas nous expliquer un peu, si tu peux, comment marche ce tournoi, un petit peu déjà est-ce que c'est féminin et masculin, quelles sont les différentes étapes et combien d'équipes participent, un petit peu tout ce qui est un peu global par rapport à ça. Le NCAA Tournament, comme ils l'appellent, il y en a un pour les filles et un pour les hommes et ils fonctionnent différemment.
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les filles, il y a 68 équipes, alors que pour les garçons, il y en a 46. C'est aussi un peu le fait parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes féminines que chez les hommes. Il y en a environ 360 chez les femmes, alors qu'il y en a 200 chez les hommes. Et pour le tournoi national chez les filles, c'est pour arriver jusqu'au Final Four qu'ils appellent la College Cup. C'est par région. Donc en gros, il y a une partie de tableau pour les équipes du sud-ouest, du nord-est, du sud-est et du nord-ouest. Alors que pour les hommes, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment national. Donc vous pouvez vous retrouver à jouer les équipes qui sont à l'autre bout du pays. Il y a donc pour les filles, que je me trompe pas, il y a 5 tours avant d'arriver aux demi-finales. Vous avez le first round, le premier tour, le second round, le third round. Vous avez ensuite le Elite 8 et les quarts de finale. Et ensuite, vous enchaînez sur la College Cup, qui est le Final Four. Donc, c'est demi-finale et les finales. Et tout le monde débute au premier tour. Tout le monde débute au first round. Alors que chez les hommes, les 16 têtes de série ont un bye pour le first round. Et vous avez ensuite à peu près, je crois, 18 équipes, que je ne dise pas d'erreur, qui débutent directement au first round. Donc voilà à peu près comment ça marche. D'accord, d'accord. Et c'est comment que ça se passe? C'est mis en conférence? Est-ce qu'il y a des groupes? Et tu parles souvent de la PAC 12. C'est quoi la PAC 12? Juste pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de PAC 12? Ouais, c'est la Pac-12, c'est une conférence. Donc le champion de la conférence est qualifié automatiquement pour le tournoi national. Et pour ceux qui regardent les autres sports comme le basketball, l'athlétisme et tout ça, on l'appelle surtout la conférence of champions. Donc tous les grands, pour partir un peu rapidement sur les autres sports, mais à peu près tous les grands sportifs en athlétisme, en basket et autres que vous connaissez à l'international, elles viennent de cette conférence-là. Exactement. Ok. Et une autre question aussi juste sur le tournoi, une petite dernière. Combien de temps il dure? Est-ce que c'est comme une Coupe du Monde où tout le monde est au même endroit et ça joue tous les matchs dans l'espace d'un mois? Ou c'est tous les week-ends, ça se déplace à l'extérieur? Et aussi, est-ce que c'est en même temps que les autres tournois de NCAA comme le basket, le football américain? Déjà, c'est pas en même temps. Il y a chacun qui a sa période. Et ensuite, pour les hommes, puisque c'est un peu différent chez les femmes, pour les hommes, en fait, à chaque fois, tu te déplaces chaque week-end à chaque tour. Alors que chez les femmes, c'est un peu un sorte, on va dire, pas mini-tournoi, mais c'est sur le week-end, vous avez 2 rencontres et c'est comme un plateau, comme chez les jeunes, il y a un plateau. Donc celui qui gagne passe au prochain tour, mais il ne change pas d'endroit. C'est la meilleure tête de série du week-end du plateau qui va organiser tout le plateau en fait. Parfait, parfait. Et puis, par rapport à ces athlètes-là qui sont en train de se disputer ce tournoi prestigieux-là du côté du foot universitaire, donc du soccer universitaire, est-ce que les athlètes sont payés ou ils sont pas payés? Quel âge ils ont d'habitude ces athlètes-là? Est-ce que ça varie ou est-ce qu'il y a un âge limite ou en tout cas, comment ça se passe de ce point de vue-là? Déjà, ils ne sont pas payés, mais comme certains ont dû le voir un peu sur mes tweets et surtout ceux qui suivent les médias américains, bientôt ils vont pouvoir être rémunérés par rapport à leur image. Il y a la NCAA qui a décidé d'ouvrir le process, mais on ne sait pas comment elle va autoriser les choses. Mais même lorsque ça sera autorisé, je suis pas sûr que les athlètes en soccer vont être payés. Parce que, disons, c'est pas un sport à revenu, il y a trop peu de bourses sportives, donc il faudra d'abord les augmenter. Et concernant l'âge limite, il n'y a pas d'âge limite, mais pour pouvoir être éligible, il faut répondre à des critères académiques, donc ce qui fait que, en général, les joueurs quand ils finissent leur étude, ils ont plutôt 23, 24 ans. Ok, parfait. Donc ils sont c'est j'imagine une fourchette un peu de quelques années. Et on le sait, la MLS chaque année fait une MLS Super Draft où les clubs peuvent sélectionner des jeunes joueurs du college soccer, un petit peu comme dans les autres sports américains, si vous suivez le basket, le foot américain ou autre. Est-ce que dans ce tournoi, tu peux nous expliquer peut-être aussi la génération Adidas, qui est
sorte une particularité qu'a la MLS sur cette Super Draft. Et est-ce que tu penses que le tournoi, c'est un tremplin pour arriver à la draft, ou même avant le tournoi, on sait à peu près qui est assez bon pour arriver en Super Draft? Tu peux juste me répéter la question? Pas de souci. Est-ce que tu sais si avec la Super Draft, c'est un bon tremplin pour arriver... le tournoi NCAA, c'est un bon tremplin pour arriver en Super Draft, ou si souvent les clubs de MLS ont déjà un peu une idée dans leur coin de la tête avant que le tournoi commence sur qui ils vont sélectionner? Bah, en fait, avant, c'était quand même un bon tremplin, mais depuis que la MLS a changé un peu son combiné, parce qu'il a avancé, et maintenant, ça sera pendant la College Cup, les invitations ont déjà été envoyées. Donc, c'était il y a environ un mois. Et la saison régulière n'était pas encore finie, quoi. Elle venait de finir selon certaines conférences, mais elle n'était pas encore finie. Et donc, du coup, ça va jouer les performances pendant le NCAA Tournament vont plus être trop pris en compte, puisque les joueurs qui ont déjà obtenu leur invitation au combiné sont, entre guillemets, à peu près sûrs de se faire drafter. Donc, maintenant, c'est plus trop vraiment le cas. Donc, c'est peut-être juste une plateforme pour les clubs pour les voir et pour peut-être les sélectionner, mais en tout cas, juste pour une précision, le combiné, c'est quand la MLS invite les joueurs de collège à faire quelques essais où les entraîneurs de MLS viennent et les observent, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et, après, il y a quelques clubs qui ont quelques idées, vu que pendant les ligues d'été, ils ont inclus quelques joueurs, donc ils savent à peu près. Ils ont des idées, mais là maintenant, depuis que le MLS combiné a vraiment été avancé, les performances pour le NCAA Tournament seront plus trop pris en compte. Parfait. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, ça veut dire que si jamais ils font pas partie du combiné, des joueurs ne font pas partie du combiné, ou bien les joueurs ne font pas partie du processus de génération Adidas, donc j'espère que tu vas nous éclairer un peu plus. Ça veut dire que en fait, ces joueurs-là qui n'ont pas été choisis pour le combiné, ils sont quand même libres de discuter avec un club de MLS. Un club de MLS, disons, qui a fait ses devoirs et qui est parti, qui a envoyé des scouts durant toute l'année universitaire, il peut aller signer n'importe quel joueur, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a quelques années de cela, c'est déjà arrivé une fois qu'il y a eu un joueur qui est signé hors de la draft. Okay. Je crois que c'était au Chicago Fire, mais depuis, ce n'est pas arrivé. En fait, c'est les clubs qui font pas leur travail, en fait. Oui, c'est ça. C'est plutôt les clubs qui font pas leur travail. Okay. C'est vrai qu'aussi il y a beaucoup d'internationaux, et surtout cette saison, c'est vrai que les joueurs qui finissent, il y a énormément d'internationaux, donc faut pas vraiment trop s'attendre que ça puisse arriver. Ou alors ils les feront plutôt signer avec leur équipe réserve en USL. Parfait, parfait. À propos de ces internationaux-là, est-ce que tu peux nous parler peut-être des Canadiens et des Français en particulier? Tu as dit qu'il y en a beaucoup, mais tu peux nous parler des Canadiens et des Français qui seraient peut-être susceptibles d'être choisis dans cette Super Draft? Cette année, pour avoir suivi, il n'y en a pas vraiment des Canadiens qui sont dans leur dernière année titulaire. Il y en a un qui devrait être GA, Génération Adidas. Il est à l'université du Syracuse et c'est Ryan Raposo. Et c'est vraiment le meilleur Canadien universitaire. Il est vraiment très fort et il faut s'attendre vraiment à ce qu'il signe GA, puisque Syracuse de plusieurs années a l'habitude toujours d'en envoyer un. Et il est très bon techniquement, très percutant, buteur, très rapide. C'est vraiment un feu follet. Et c'est vraiment un grand espoir. C'est vraiment un grand espoir. Je pense qu'il faut s'attendre quand même sans exagérer, à le voir avec l'équipe nationale canadienne. Oh, wow, ok, excellent, c'est bon à savoir tout ça. Et puis on enchaîne après, parce qu'on a parlé beaucoup du côté masculin, j'aimerais parler du côté féminin, parce que c'est un côté qui m'intéresse, où effectivement, on va te poser un peu plus d'autres questions par rapport à ça, mais parle-moi un peu de mes deux Canadiennes, là, Fleming et puis Evelyne Vian. Parle-moi de ces deux joueuses-là, elles ont l'air quand même bien au-dessus de la moyenne, en fait. Moi, c'est plus Fleming que j'ai vu jouer, et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Je suis assez surpris par sa qualité de jeu. Elle a vraiment un style de jeu qui se rapproche par rapport aux hommes, dans sa manière d'organiser, son toucher de balle, sa manière de faire les passes. Elle est vraiment très très influente dans le jeu.
Et pour avoir vu jouer UCLA plusieurs fois, on sent que si elle n'est pas là, si vous l'enlevez carrément de son équipe, UCLA perd cette option de relais, puisque UCLA c'est une équipe qui est assez connue pour proposer l'un des plus beaux, dans sa manière, le plus beau style de jeu en college soccer féminin, et ils ont l'habitude de jouer des équipes professionnelles. Et c'est vrai que si vous enlevez Fleming dans cette équipe, déjà vous perdez un sacré lien pour faire le lien entre la défense et l'attaque et dans la conservation de balles. Parfait, excellent. Et tu as aussi mentionné une dernière joueuse aussi, une américaine, Katarina Macario. Tu en parles très souvent sur Twitter. Donc, présente-la nous aussi à nos éditeurs et auditrices. Ouais, Katarina, en fait, c'est une Brésilienne qui est partie vivre aux États-Unis très jeune. Donc, elle a fait toutes les sélections nationales chez les jeunes. Et c'est une phénomène. Franchement, c'est une phénomène. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec quelqu'un et il m'a expliqué aussi qu'elle a déjà fait que je me trompe pas, des matchs avec les U23 de l'équipe nationale féminine contre des équipes NWSL. Et il m'a raconté aussi qu'elle se baladait. Elle se baladait. Techniquement, elle est terrifique, comme disent les Américains. Elle enchaîne très bien dans les petits espaces. Je crois qu'elle va battre en plus elle va battre le record de Christine Sinclair sur le nombre de buts sur une saison. Quand même, ça va faire, ça va faire quand même presque 15 ans que ce record n'a pas été battu. Donc, tu peux voir à quel niveau elle peut voir, puisque c'est quand même une Canadienne qui détient le record de buts sur une saison. Donc, et elle est vraiment très rapide. Et en plus, Stanford, c'est vraiment une école, c'est vraiment une science de foot. C'est vraiment une science de soccer. Et il n'y a pas de doute, c'est vraiment la prochaine superstar mondiale dans le soccer féminin. Et on dit que si on suit un peu ce qu'il y a dans les médias, elle pourrait être à la draft NWSL draft. Et du coup, elle tomberait chez notre amie Elodie qui suit Orlando Pride. Donc, ça serait une excellente nouvelle pour elle. Et on parle des Canadiens, on va parler un peu des Français aussi. Que ce soit du côté masculin ou féminin, est-ce que tu penses qu'on a des chances de voir un Français en Super Draft? Je pense, oui, mais c'est assez compliqué parce qu'il y en a énormément beaucoup qui postulent. Et chacun a eu un peu des situations un peu compliquées. Il y a eu des blessures, il y a eu des saisons qui n'étaient pas à la hauteur. Au niveau collectif, pas individuel. Il y en a qui sont très talentueux, mais qui ont été irréguliers. Moi, je pense qu'il y en aura un, mais c'est difficile de dire qui exactement. C'est difficile de dire qui. Et juste aussi, tu parlais un petit peu de génération Adidas et je me suis dit qu'il fallait peut-être clarifier un peu. C'est une sorte de système qui permet à des étudiants de pouvoir passer en Super Draft alors qu'ils n'ont pas du tout fini leur carrière universitaire, c'est ça? Oui, c'est ça, et de pouvoir ensuite continuer leur étude lorsqu'ils finissent leur carrière pro. C'est la MLS qui leur paye leur étude. Oui, il faut aussi ajouter aussi que les joueurs qui sont tagués de génération Adidas, tant qu'ils sont encore aux études et qu'ils n'ont pas fini leurs études, leur salaire ne compte pas sur la masse salariale du club qui les a sélectionnés. Première chose, très importante dans une ligue où le cap salarial est très important. Et la deuxième chose aussi qui est très importante, c'est que ces joueurs-là n'ont pas le besoin d'être protégés dans une draft d'expansion, donc dans une draft d'expansion. Donc c'est deux choses très importantes pour les clubs MLS. Donc les clubs MLS attendent très impatiemment de voir la liste des joueurs de génération Adidas. Ouais. Et pour revenir un peu sur le tournoi en lui-même, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les universités qui partent favoris de chaque côté, que ce soit pour les hommes ou les femmes? Chez les femmes, en général, chaque année, c'est Stanford, UCLA. Vous avez UNC, donc c'est North Carolina. Donc c'est ceux qui gagnent le record. Je crois qu'ils ont ils ont une quinzaine de titres nationaux environ. Et après, pour la quatrième équipe, ça dépend des années. Ça peut être Texas A&M, Virginia, South Carolina, mais il y a vraiment un
un lot de 3. Les 3, c'est Stanford, UCLA et North Carolina. Et le 4e, ça se bataille entre plusieurs. Et chez les hommes, là, c'est devenu un peu plus compliqué on va dire cette année, puisque maintenant les plus petites équipes sont devenues beaucoup plus compétitives. Et de ce fait, les têtes de série n'ont quand même un peu plus rien à voir. Donc, vous pouvez être premier maintenant, mais vous ne serez pas forcément le favori puisque c'est un système assez particulier, puisque c'est le comité de sélection, puisque c'est un comité qui sélectionne les têtes de série et donne les têtes de série en fonction de on va dire la réputation de l'équipe, de la force de la conférence, de votre calendrier, etc. Et en fait, vous n'êtes pas forcément la meilleure du moment. Donc, cette année, c'est plutôt lancement, puisque j'ai regardé des matchs hier. Vraiment, les favoris, vous avez SMU, donc ça, c'est l'université de la ville de Dallas. Vous avez Georgetown, qui est du côté de Washington. Vous avez Clemson, donc ça, c'est en Caroline du Sud. Et ensuite, vous avez le dernier, qui est le favori, mais un peu favori fragile, c'est Wake Forest. Donc ça, ce sont vraiment les 4 gros favoris. Mais il y en a d'autres derrière qui seront des outsiders, mais outsiders favoris, comme Indiana, un peu Washington, vous avez Stanford, et UCSB, c'est l'université de Santa Barbara. Voilà. D'accord, ouais, donc pas mal de différentes équipes. Et c'est marrant parce qu'on retrouve un peu les noms d'universités qui sont connues aux États-Unis, même sans parler de sport. Hein. Les Stanford et UCLA sont des universités quand même très connues, même pour quiconque veut faire des études. Et est-ce que ça se reflète un peu sur les universités qui ont des gros budgets? Est-ce qu'il y en a qui sont plus formatrices, qu'il y en a plus qui achètent des joueurs à droite à gauche? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des gros moyens et puis des plus petits en NCAA? Ouais, les moyens de toute façon varient selon les universités, puisque tout le monde ne se fait pas de l'argent. Donc il y en a qui ont des plus petits budgets, il y en a qui ont des budgets vraiment monstrueux. Sur le site de la NCAA, vous pouvez avoir une idée. Il y en a qui ont presque pas loin, si on regarde pas loin quand même, $1 million de budget. Par exemple, même chez les filles, vous avez une université qui a quand même $2 millions de budget rien que pour le soccer féminin. C'est l'université de Louisiana State. Donc, ouais, ça peut être assez conséquent. Et en général, c'est ceux-là qui vont assez loin dans le tournoi national chez les hommes. Parce que chez les femmes, il y en a certains qui ont des gros budgets, mais qui vont pas très loin. C'est plus dans l'attractivité du recrutement que chez les filles, ça se joue beaucoup. Alors que chez les hommes, c'est pas forcément le recrutement qui va faire tout. C'est surtout en fait l'entraîneur qui fera toute la différence. Parfait. Donc là, je pense que du côté des femmes, maintenant, on est au stade des demi-finales, si je me trompe pas. Donc, on a Stanford qui joue contre UCLA, puis de l'autre côté, on a Washington qui joue contre North Carolina. Pour toi, quelle sera la finale? Ça devrait être logiquement Stanford contre North Carolina. Ouais, c'est les deux têtes de série numéro 1, mais on a vu Washington créer quand même la surprise en éliminant un autre numéro 1 et puis arriver, pourtant ils n'étaient pas tête de série, puis arriver jusqu'en demi-finale, ça peut être intéressant. Puis de l'autre côté, on a UCLA qui se bat contre Stanford, donc on a parlé de Fleming, la Canadienne, qui éclate tout sur son terrain. Donc bref, deux demi-finales quand même assez intéressantes. Ah oui, en plus, ça sera à San José, la finale, à l'Avaya Stadium. Donc en plus, Stanford va jouer à domicile. Donc c'est vraiment le gros favori. UCLA, entre guillemets, sera un peu à domicile puisque ça reste la Californie et c'est à 6-7 heures de route. Donc les gens pourront quand même venir en voiture du côté de San José. Donc c'est pas trop un problème. Mais c'est vraiment Stanford l'ultra favori. Ça va être très compliqué pour UCLA de gagner parce que même s'ils sont un peu amélioré ces derniers temps, il y a quand même des soucis offensifs, alors que Stanford, c'est vraiment une pure armada. C'est vraiment une pure armada. C'est pour vous donner une idée, franchement, si Stanford jouait dans le championnat de D1 féminin en France, ils seraient des candidats au titre.
de D1. Donc c'est pour montrer à quel point ils sont dominants et ils battraient même des équipes NWSL, quelques-unes. Peut-être pas cette année puisqu'ils ont perdu, vous voyez Tara Davidson, que vous devez connaître, elle était à Stanford. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, c'était vraiment impressionnant, que ça soit dans le jeu, dans l'attaque, dans le management. C'était vraiment une dream team qu'il y avait et ils ont perdu un peu toutes ces joueuses comme Alana Cook et ça se ressent quand même qu'il n'y a plus trop, ils restent dominants, mais ça se ressent quand même la gestion et la sérénité restent fortes, mais pas dominantes comme avant. Parfait. Et du côté des hommes, c'est sûr, on est encore loin des demi-finales. Il reste quelques matchs encore, mais pour toi, qui seraient les favoris? Je dirais Georgetown. Là, vraiment, cette année, c'est une bibliothèque de jeux. C'est impressionnant de voir la facilité. Ils sont capables de déployer du jeu contre n'importe qui, d'éteindre l'adversaire qu'ils ont envie. Et ils trouvent les espaces d'une facilité. Et moi, je reste toujours impressionné. Je pense que c'est plutôt eux qui sont les plus armés à remporter le titre parce que même si Wake Forest va à la College Cup et qui sera quand même à domicile, ils ont quand même des difficultés offensivement. Le mouvement du ballon n'est pas très bon et ils risquent d'être dépassés face à une équipe comme, par exemple, s'ils devaient les rencontrer, je crois, en finale contre Georgetown, ils ont vraiment du talent partout. Je vois seulement SMU qui peut les stopper ou voir Stanford, mais Stanford c'est particulier, c'est beaucoup de jeux longs et une grosse défense, donc c'est vraiment le style de jeu que les équipes n'aiment pas jouer et qui peuvent créer la surprise comme ça, mais c'est vraiment Georgetown, vraiment c'est vraiment l'armada, parce que même si Clemson c'est vraiment une armada offensive, ça peut être un peu brouillon de temps en temps et défensivement c'est quand même douteux. Et leur gardien a montré 2 fois cette année dans les 2 gros matchs de la saison qu'il n'était pas prêt. Donc, Ok, donc il y a ce côté-là. Donc Clemson et chez les femmes plus Stanford en tant que favori. Et une dernière petite question avant de te laisser, parce que tu as un match de college soccer qui commence tout de suite. Ouais, je sais, il y a déjà 1-0 pour Georgetown. Donc, ça va pas très... Donc une dernière question. Comment tu compares un petit peu le college soccer et la notoriété qu'a le sport aux États-Unis par rapport au college football, college basketball, qui sont des sports extrêmement regardés? Est-ce que ça n'a rien à voir ou est-ce qu'en termes de budget, c'est quand même pas si riquiqui, on va dire, comparé à ces 2 gros géants? Ça n'a vraiment rien à voir. C'est le college football, college basketball, c'est quand même des budgets où il y a des millions de dollars qui sont investis. Donc, c'est pas du tout la même notoriété. Mais en termes de popularité, ça varie selon les endroits. Par exemple, j'ai quand même été surpris lorsque j'ai fait mon voyage aux États-Unis. J'ai vu quand même, lorsque j'étais à Los Angeles, j'ai quand même vu quand même une bonne vingtaine, trentaine de personnes des fans de l'université de Air Force, donc c'est dans le Colorado à Denver, qui sont allés jusqu'à Los Angeles supporter leur équipe. Quand j'ai été en Caroline du Nord, à Winston-Salem pour voir Wake Forest où j'ai rencontré des gens, j'ai été surpris à quel point ils étaient vraiment à fond dans leur université, même les étudiants. Et même pour vous donner un exemple, il arrive parfois que même l'équipe de soccer universitaire de Wake Forest a de meilleures affluences que leur équipe de basketball. Donc ça arrive. Et vous avez des endroits dans le pays où vraiment le soccer, ça dépend des régions et des États, mais le soccer est un peu plus important que le basketball, où il est autant important comme dans le Nebraska Omaha, où vraiment il n'y a pas vraiment totalement de différence à ce point-là. D'accord, donc c'est très varié. Voilà, ça dépend vraiment. Quand c'est plus, on va dire le Midwest, tout ça, c'est vrai que c'est plus football, il n'y a pas trop de soccer, à part
le Nebraska, à Omaha. Donc cette ville-là en particulier, il y a vraiment un vrai intérêt. Mais si vous regardez vraiment la côte ouest et un peu certains endroits vers la côte est, la Caroline du Nord en particulier, là c'est populaire. C'est populaire. D'accord. Tu avais fait un article d'ailleurs, je voulais juste le mentionner, où tu avais parlé à un groupe de fans de Congregation de l'université de soccer de Wake Forest University, qui était très intéressant de voir qu'il y avait des fans qui n'étaient même pas dans l'université mais qui supportaient l'équipe universitaire. Donc c'était très intéressant. Adi, est-ce que tu as une dernière question? Non, j'ai pas d'autres questions. En fait, je voulais juste remercier en premier notre ami Florian Moget s'être rendu de nouveau disponible pour nos questions. J'espère que ça vous a plu à tous, tout ça. Merci encore, Florian. Ouais, je vous remercie de m'inviter. En tout cas, ça fait un plaisir depuis la dernière fois. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait un podcast avec vous. Et j'en profite rapidement juste pour faire une petite pub. Il se trouve qu'il y a un Canadien qui est à l'université de Creighton qui s'appelle Charles Auguste et il vient du Québec. Oui. Exactement, c'est Jérémy Trudel qui m'en avait parlé et il faudra le suivre très attentivement parce qu'il a un vrai potentiel et pourquoi pas on pourrait le retrouver à Montréal si le club fait son job. On espère, Adi. On espère très sincèrement qu'on fera notre travail. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, en tout cas. Et je voulais juste mentionner, avant que tu partes, pour le fait que tu écris aussi sur notre site, mais aussi sur Midnight on Campus, qui est un site francophone spécialisé dans tous les sports du collège et universitaire aux États-Unis, qui est très intéressant. Et donc, si vous pouvez suivre une petite partie aussi de la NCAA Cup Tournament là-dessus. Donc, merci beaucoup, Florian. Et on te retrouve bientôt sur notre site aussi pour des articles. Merci beaucoup, Adi. Merci à toi. Merci à tous les deux. Ouais, merci Flora. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast où on parlera encore plus de soccer nord-américain.